La démonstration qui va suivre, c'est une démonstration qui va permettre de pallier aux différents soucis ou imperfections qu'il y a dans le log shipping. Vous pouvez remarquer que tout à l'heure, nous avons utilisé le log shipping. C'est une technique qui permet quand même de garder une copie d'une base de données sur un deuxième serveur, de telle manière, si mon serveur 1 tombe en panne, eh ben, je peux rediriger les applications, mais ici d'une manière manuelle, vers le serveur 2. Problème, quand ça arrive le soir, je ne suis pas là, personne ne va faire le basculement d'une manière automatique, et donc cette solution ne répond pas à la haute disponibilité de données ou en continuité de service. Il faut qu'on intervienne. Alors Microsoft, à partir de la version 2005, a pu améliorer cette notion de log shipping pour qu'elle devienne une solution comme un pseudo-cluster. C'est-à-dire mettre en place une technique de telle manière si le serveur 1 tombe en panne, eh bien le basculement se fera d'une manière automatique vers le serveur 2 et on va réorienter les différentes transactions qui sollicitent le serveur 1 vers le serveur 2. Cette technique, elle s'appelle miroir de base de données. Sur la version 2005, était à titre de testing. Elle n'était pas activée par défaut. C'est pour cela qu'on utilisait un code pour qu'on puisse la débloquer. Par contre, sur la version 2008, ou 2008 R2, pour la nouvelle, elle est par défaut prise en charge. Le mirroring de base de données consiste à utiliser, si vous voulez, un mode asynchrone qui rejoint un peu la partie log shipping, mais en mode synchrone, en fait, en même temps, sur les deux serveurs, on exécute les transactions, et si jamais il y a un serveur qui tombe en panne, on utilise une troisième instance, on appellera une instance témoin, qui va tout simplement surveiller l'instance 1. Si elle tombe en panne, eh ben, elle va faire basculer tout sur le serveur 2 et orienter les différentes autres transactions vers le serveur 2. Donc, pour faire cette démonstration, j'ai plutôt besoin de trois instances. Une instance où je vais stocker la base de données principale, une instance où je vais stocker la base de données en miroir, et la troisième instance, eh ben, c'est le témoin, c'est le witness, c'est elle qui va en fait s'occuper de faire le basculement automatisé au lieu que je le fasse moi-même de manière manuelle. Et qui crée la différence entre la technique de log shipping et la technique de miroir de base de données. C'est bon? Donc on va essayer de pratiquer ce contexte-là. Je vais tester, je vais mettre dedans, par exemple, ici, database mirror. Je ne sais pas, est-ce qu'il existe déjà? B-mirror, donc c'est d'accord. Donc database mirror, je la crée sur mon serveur principal. Alors, les étapes. Donc ici, on sait très bien que pour rendre la base de données disponible sur le serveur 2, il faut qu'on fasse un backup restore. Bien que c'est sûr. Parce que je vais essayer de faire. Je vais sauvegarder ma base de données. Donc je vais faire sauvegarder ma base de données de manière complète. Je vais utiliser directement D2 points pour ça. Pour ne pas perdre de temps. Donc DB mirror DB, pas DN, point back. Ok. Je fais mon backup. Après, il faut que je restaure. Donc, je viens sur le... En fait, je vais envoyer le backup pour qu'il soit, en fait, restauré sur un serveur distant. Gardez en tête que ces deux instances, c'est des serveurs distants. Et physiquement, en fait, c'est des machines différentes. Ma base de données est là. Je n'ai pas le droit de changer le nom. C'est toujours DB mirror. Voilà, mirror au mirror. Là, moi aussi, je me suis gouré. Mirror. Je fais tout simplement copier-coller. Voilà. Et là, c'est quelle unité? C'est 2 points. Des 2 points, pardon. Des 2 points, merci. Et voilà. Voilà. Alors, comme il y a du bruit dans la classe,
Voici une erreur. Corrigez-la. Je suis en train de tenter restaurer une base de données d'une instance 1 vers une instance 2. Et on sait très bien qu'un fichier .back garde finalement le chemin d'origine de la base de données. Et du moment que je suis sur la même machine, ces deux instances se partagent le C2 programme files, etc. Donc je ne peux pas avoir deux fichiers qui portent le même nom dans le même répertoire. Donc c'est pour cela, il fallait que je parte vers la notion de option. Peut-être je vais changer ici l'emplacement tout simplement. Voilà. Donc je vais mettre ça directement. Bien. L'idée du log shipping tout à l'heure, c'était de restaurer la base de données sur une deuxième instance, mais on avait deux options. Soit en mode with no recovery, soit en mode standby. علاش؟ Parce que la technique consistait à restaurer au fur et à mesure du jour. Si je restaure avec le mode with recovery, est-ce que je serai capable de continuer la restauration du journal? Non. On est d'accord. Donc c'est pour ça que je suis obligé de faire un with no recovery. Clair? Ah ouais. Tac. Donc ma base de données, elle est là, sur le deuxième serveur. Et là, voilà, en restauration, tranquille. J'ai dit tout à l'heure que le miroir de base de données était au niveau de testing, au niveau du SQL Server 2005. C'est pour cela, je vais redémarrer mes services. Je suis un peu examen. C'est pour ça que je vous montre un petit script. Je vais redémarrer tous mes services, mais en utilisant le T1400. En fait, c'est tout simplement un attribut pour dire à SQL 2005, active la prise en charge du miroir de base de données. Fin en SQL 2005. Ça y est, je suis 2008. Par défaut. Hein. Bien. Donc, je vais exécuter ce script qui va faire tout simplement un arrêt total des trois instances. Il va faire un démarrage complet. Et puis, par exemple, il va utiliser un miroir backup. Bon, ça c'est à titre d'exemple. Voilà. Donc, il va arrêter mes services et pour redémarrer mes services. Donc, je répète, s'il vous plaît, que le miroir de base de données est une solution pour automatiser le basculement d'un serveur 1 vers un serveur 2 de telle manière à offrir une continuité de service. La continuité de service ici consiste en finalement à ne pas s'arrêter. Et on se rapproche finalement de l'idée du cluster physique. Mais plutôt ici, c'est logique. C'est vrai qu'un cluster physique est beaucoup plus performant, mais pour des bases de données qui sont aussi elles-mêmes très sollicitées. Pour des bases de données simples, où il y a par exemple une centaine de transactions par seconde, on peut se permettre de mettre un miroir logique de cette manière-là. N'oubliez pas que l'utilisation du miroir, pour faire un basculement automatique, il faut absolument une troisième instance pour faire le jeu du witness, c'est-à-dire le témoin qui va surveiller le serveur 1, puis voir est-ce qu'il fonctionne, ben, tant mieux, s'il ne fonctionne pas, il va le basculer. D'accord? Avantage aussi de cette technique de miroir, la communication entre les trois acteurs, elle se fait en HTTP. Et on sait très bien que l'HTTP, c'est un des protocoles qui sont les plus usités dans l'entreprise. Et que les administrateurs réseau ne vous dérangeront pas. Pourquoi? Parce que c'est un port qui est déjà ouvert. Imaginez que le miroir de base de données sort avec un nouveau port 14, 29, 29. Il va te dire, attends, à chaque fois que je vais vous ouvrir des ports, etc., ça va leur déranger. Donc c'est pour cela, on utilise un moyen de communication HTTP où on va faire véhiculer des informations en XML. Donc ça vous dirait un peu SOAP, etc., tout ce que vous connaissez dedans. Et pour faire tout ce contexte-là. Alors, moi, mes instances sont démarrées. J'ajouterai l'instance témoin
qui est 3, elle, en fait, vous pouvez utiliser même le petit P4 que vous avez dans votre salle machine. D'accord? Il suffit qu'elle soit toujours démarrée. Hein? Parce que on a besoin que de surveiller ce contexte-là. Aucune base de données ne sera dedans. Aucune base de données de type ma base. Hein. C'est-à-dire la base BD miroir, elle ne va pas être installée sur le serveur 3. Parce que ce n'est pas son affaire. Hein. Bien, maintenant je montre configurer le miroir. Donc je me place sur ma base de données. Tâche. Tout à l'heure j'ai utilisé envoyer les journaux de transaction. Maintenant je vais utiliser le contexte miroir. Je configure la sécurité. En fait, je configure quoi? Quel est mon serveur principal? Quel est mon serveur miroir? Quelle est mon instance témoin? Et quels sont les ports de communication? Suivant. Oui, je vais configurer la sécurité. On va inclure un serveur témoin. C'est-à-dire, est-ce que tu as une troisième machine pour ça? Oui. Suivant. Donc, instance miroir, instance témoin. Puis, ceci est mon serveur principal, c'est Miami. Donc, cette instance-là. Il va écouter sur un port 5022. C'est un port HTTP. Donc, ce qu'on appellera ici, je viens de créer ce qu'on appelle un endpoint, un point de terminaison. Dans le jargon ici, le port utilisé par le miroir, c'est un port HTTP. C'est pas le port 80 pour les sites web, mais c'est un port où je vais créer moi-même un port 5022, un port d'écoute. Ce port d'écoute, HTTP, on va l'appeler HTTP endpoint, point de terminaison. D'accord? Et donc, je vais créer un deuxième point de terminaison sur le serveur miroir. Ici, il te dit, attends, à chaque fois que tu veux que je me connecte au serveur miroir, avec quelle instance? Je lui dis, tu peux utiliser par exemple l'autorisation Windows. Et lui, remarque, il incrémente d'un point. En fait, pourquoi il incrémente? Parce que c'est un cas particulier. Les trois instances se trouvent sur la même machine virtuelle. Mais en règle générale, si cette deuxième instance se trouvait sur une machine physique distante, il va garder toujours le 5022. Par défaut, hein, que vous pouvez changer à n'importe quel moment. Hein. Suivant, l'instance 3, je me connecte pour véhiculer l'authentification de sécurité dedans. Un port d'écoute. Donc, nom du point de terminaison, HTTP endpoint. C'est comme si j'ai créé une porte d'entrée, qu'on a appelé HTTP endpoint. Son numéro est 5022 ou 5023 ou 5024. D'accord? Suivant, terminé. Donc, qu'est-ce que je viens de faire ici? Je viens de configurer la sécurité de mon serveur. En fait, je viens de configurer comment ces trois instances pourront communiquer entre elles. Je répète, cette communication, on a pu créer des endpoints, des points de terminaison basés sur un protocole HTTP. D'accord? Dedans. Voilà. Deuxième point. Donc, vous pouvez remarquer ici les ports. Et puis, j'ai un choix. Est-ce que c'est un mode synchrone ou un mode asynchrone? Le mode asynchrone, ce qu'on appelle, c'est un mode de haute performance. Pourquoi? Parce que l'instruction va se faire sur le serveur 1, on va la checkpointer et après on passera vers le serveur 2. L'autre synchrone, ça c'est haute disponibilité par contre. Les instructions arrivées sur le serveur 2 sera envoyée sur le serveur l'instruction arrivée sur le serveur 1 sera envoyée en parallèle sur le serveur 2. L'exécution va se faire en parallèle sur les deux serveurs. Et si un des serveurs ne commit pas la transaction, on rollback tout. Et là, c'est-à-dire que le serveur 1 doit attendre que le serveur 2 lui dit « Ok, acknowledge, c'est bon. Je viens de